Bonjour à tous et bienvenue au Café des Antigones. J'ai avec moi aujourd'hui Anne. Anne, bonsoir. Bonsoir Isole. Alors, avant de démarrer cette émission, je vous rappelle que vous pouvez retrouver nos publications sur notre site internet lesantigones.fr, mais aussi sur notre Facebook Les Antigones, ainsi que sur notre chaîne YouTube Les Antigones. Et n'hésitez pas surtout à donner sur notre PayPal ou sur notre Tipeee pour que nous puissions continuer ces enregistrements. Et bien sûr à commenter, liker, partager toutes nos publications sur les réseaux sociaux et notamment partager sur Facebook sur les groupes qui prennent une importance fondamentale dans les nouveaux algorithmes qui ont été mis en place et qui nous desservent fortement. Alors moi, l'émission que j'avais envie de faire ce soir, c'était une émission sur la question de la santé, préoccupation primordiale de nos contemporains depuis 2 ans, avec cette fameuse crise du Covid. Donc dans cette émission, nous n'allons pas parler compléments en zinc ou en vitamines, nous n'allons pas parler du professeur Raoult, de Fouché ou de Fourtillan, nous n'allons pas parler directement du Covid, nous allons parler de la bonne santé du point de vue plutôt des principes et du rapport que sont censés entretenir politique et santé. Et puis on va, comme c'est notre habitude, se baser aussi sur notre expérience de femme, notamment parce que nous avons eu plusieurs naissances chez les Antigones dernièrement, donc on va peut-être se prendre des exemples sans doute plus féminins pour illustrer notre propos. Alors, on va peut-être commencer par essayer de définir, comme on peut, ce concept de bonne santé. Moi, ce qui m'apparaît, c'est qu'à l'heure actuelle, on définit essentiellement la santé par rapport à des chiffres, des poids et mesures, on va dire. C'est-à-dire que vous êtes en bonne santé quand vous rentrez dans une norme qui va de l'IMC au taux d'hémoglobine à bilan positif ou négatif sur tel ou tel test, y compris les tests Covid d'ailleurs, que vous soyez asymptomatique, comme on dit, ou que vous ayez déclaré officiellement une maladie. C'est-à-dire que moi, c'est quelque chose qui m'a marqué d'ailleurs avec cette crise du Covid, c'est qu'on est déclaré malade, potentiellement malade, pour peu qu'on ait un test positif, même quand on ne ressent pas les effets de la maladie, même qu'on n'est pas malade dans la définition habituelle du terme, où on se sent mal et on a de la fièvre et des courbatures et des vomissements ou je ne sais quoi. Et du coup, je voulais avoir un peu ton avis sur cette définition moderne de la santé. Alors, je précise d'ailleurs à nos auditeurs que tu es dans la vraie vie naturopathe. Oui, alors c'est vrai que la question de la bonne santé, c'est une question très moderne et on oppose souvent la vie avec la mauvaise santé. Donc il y aurait la vie d'un côté et la mauvaise santé de l'autre. Alors qu'en fait, l'opposition, c'est plutôt entre la vie et la mort. En réalité, que la santé ou la mauvaise santé sont des composantes de la vie. Donc déjà, la maladie fait partie de la vie, tout simplement. Et quand on est malade, en général, c'est qu'on est encore vivant. Bon, peut-être pas pour longtemps, mais encore vivant. Alors après, sur ce que tu mentionnais plus précisément... Oui, alors on a un petit intervenant que vous allez entendre. Sur ce que tu mentionnais plus précisément, à savoir les critères de bonne santé, aujourd'hui, ils sont scientifiques, mathématiques, mesurables. Ils sont de l'ordre, finalement, de la norme. C'est-à-dire qu'on a une norme en IMC, on a une norme... voilà, on est normé ou on n'est pas normé, mais c'est comme ça qu'on va définir la santé, indépendamment, finalement, du ressenti de l'existant de la personne et de ce qu'elle peut... vivre et on lui demande pas comment elle se sent, on lui demande pas s'il y a quelque chose qui va ou qui ne va pas parce qu'effectivement on peut être asymptomatique. Donc là je veux aussi rappeler, c'est si vous avez une maladie que vous êtes asymptomatique, c'est que vous êtes en bonne santé en fait. Voilà. Oui. Vous n'êtes donc pas malade. C'est plutôt rassurant. C'est-à-dire qu'à la fois on a des patients qui vont avoir des symptômes, des sensations qu'on va pas prendre en compte parce que ça ne se voit pas aux examens et de l'autre côté des examens négatifs et pourtant la personne se sent bien. Et je rappelle à cette fin qu'en fait, la médecine, c'est pas une science, c'est un art. Et on a effectivement des outils scientifiques, des outils mathématiques, des outils de mesure qui ne relèvent pas de l'art de la pratique médicale, qui est donc la bonne santé, non pas définie par ces chiffres-là, mais par le ressenti de la personne qui est bien dans son corps, bien dans sa tête. Dans cette composante-là, on a fait aujourd'hui de la médecine une science. Alors même qu'il s'agit d'un art. On nous a reproché sur plusieurs textes d'être très critiques vis-à-vis du système médical actuel.
on n'a jamais mis en doute le fait qu'il y a des médecins qui soignent très bien, il y a des médecins qui sont à l'écoute de leurs patients, etc. Il y a par contre, à côté de ça, un système médical, un ensemble voilà, de protocoles qui commencent à prendre une place prépondérante par rapport justement à la relation entre le patient et le praticien. Et ça commence à devenir de plus en plus problématique. Et effectivement, c'est cette question du rapport à la norme, aussi à la norme médicale, mais à la norme aussi en tant que protocole. C'est-à-dire qu'on cherche, on l'a vu aussi dans la crise du Covid, où c'est l'État qui avait donné la recommandation de rester chez soi avec du Doliprane, alors que le premier réflexe quand on a un symptôme, et puis d'appeler tout de suite les urgences, le premier réflexe quand on a un symptôme de maladie, c'est quand même d'aller voir son médecin, parce qu'il y a quand même de fortes chances pour que ce soit aussi pas le Covid, par exemple, et parce que c'est lui qui est en mesure justement d'avoir ce dialogue avec le patient, cette relation. Et ce diagnostic, voilà. Parce qu'en fait, l'art du médecin, et c'est un art qu'on ne trouve nulle part ailleurs, c'est l'art du diagnostic. Moi, je suis naturopathe, je ne fais pas de diagnostic. Le médecin, il diagnostique et après, il a une capacité curative qui relève de l'art. Donc, il va exercer son art à la fois sur le diagnostic et à la fois sur la médication. Le diagnostic, ça va être justement de rassembler l'ensemble des éléments décrits par le patient et décrits et visibles justement aux examens qui vont permettre de mettre le nom sur la pathologie qu'a la personne. L'hypothèse la plus probable. L'hypothèse la plus probable, et c'est ce qui va déterminer le moyen curatif. Et donc, le médecin exerce son art à la fois sur le diagnostic et à la fois sur la pratique curative. Et en fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, on va avoir des médecins qui sont dépossédés de leur art. Ils se concentrent beaucoup sur les protocoles, ils sont contraints par les protocoles même, sans justement pouvoir exercer leur art aujourd'hui, et beaucoup s'en plaignent. Et les patients eux-mêmes, en fait, ne prennent plus la mesure de ce que c'est qu'un vrai praticien de médecine. C'est-à-dire qu'ils vont voir le médecin, ils savent déjà ce qu'ils ont. Pourquoi? Parce qu'ils ont été faire leur petite prise de sang de leur côté, ils ont été faire leur petite recherche sur Internet, et on se retrouve en fait avec des patients sachants et des médecins contraints par les protocoles. Et tout ça est tout à fait nuisible à cet art premier qui est l'art de la médecine, qui est un art essentiel dans la vie de la cité et qui permet justement en fait une vraie sociabilité et qui fait que l'homme est un homme, parce qu'on a des médecins contrairement aux animaux. Et ça, aujourd'hui, c'est une profession qui est en train de disparaître. Et les médecins sont les premiers à s'en plaindre à juste titre. Oui. Alors, aujourd'hui, ils ont aussi plus le temps. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que les médecins en France, ils sont quand même conventionnés, notamment les généralistes qui sont des professionnels de terrain. Ils sont rémunérés finalement par la sécurité sociale. Ils sont contraints à des horaires, à un nombre de patients, à un temps par patient. Enfin, c'est un peu déconnant tout ça. Et donc du coup, ils n'ont pas le temps de mettre ce dialogue en place. Et pour ceux qui ont choisi des professions médicales plus poussées, plus pointues, ce sont des techniciens et ils se revendiquent comme scientifiques. Donc, ils se séparent finalement de cette médecine générale en se disant spécialiste du genou, spécialiste de la hanche, spécialiste de trucs, etc. Et du coup, ils n'envisagent plus la personne dans sa globalité et dans son ressenti parce qu'ils n'ont pas le temps et ils sont des techniciens de tel ou tel membre. Et ce sont d'excellents techniciens, mais en revanche, celui qui est censé faire le pont, entre guillemets, c'est le médecin généraliste et lui, on ne le laisse pas travailler. Donc on se retrouve avec des médecins généralistes qui ne peuvent pas travailler et des professionnels techniques qui du coup finalement sont plus ou moins condamnés à faire de la médecine générale par ailleurs pour vérifier et qui n'ont là non plus pas le temps, pas l'occasion et qui sont spécialisés dans leur discipline. J'ajouterais peut-être un petit élément perturbateur là-dedans, qui est, je pense, notamment tout l'univers de l'hôpital, qui est le petit technocrate administratif. Parce que, par exemple, on pourra avoir... il y a beaucoup d'hôpitaux qui font des équipes pluridisciplinaires, etc., ce qui paraît très intéressant, parce que tu as un panel de spécialistes. Et la difficulté, c'est que tu vas avoir une communication qui va se faire essentiellement via de l'administratif, des papiers à remplir, etc., des protocoles, etc., etc. Alors là, c'est vrai qu'il y a l'administratif, c'est un vrai problème, je pense, dans cette question de la bonne santé, et ce, à plusieurs titres. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Il y a effectivement l'administratif interne que tu viens de décrire, qui est associé de protocole, qui est associé aussi à l'assurance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un médecin ne prend plus de risques, il ne peut plus prendre de risques, parce que il va y avoir le caractère assurantiel derrière. On a l'exemple aux États-Unis avec les procès contre les médecins s'ils n'ont pas. Aux États-Unis, c'est massif. Parce que je prends cet exemple-là, ça commence seulement en France, hein, mais ça fait des années qu'il y a ça aux États-Unis, avec des médecins qui voient leur carrière ruinée, des sommes folles à la clé, etc., etc.
Aujourd'hui, ça reste en France couvert justement par les structures hospitalières. Mais on peut penser par exemple aux sages-femmes qui font des accouchements à domicile ou ce genre de choses et qui, elles, n'ont pas l'occasion voilà, ne sont pas soutenues par l'ordre ni par aucune structure et qui voient leur pratique très complexifiée par le fait qu'il n'y a pas de système assurantiel derrière. Le système assurantiel existe, mais il coûte à peu près 25 000 € par an, ce qui est à peu près ce qu'elle gagne. C'est du délire. En comparaison, dans les pays limitrophes, je crois que c'est en Belgique, où c'est à peu près 1 000 € sur un an. Voilà. Donc, elles n'ont pas la possibilité d'être totalement couvertes. Et par ailleurs, il y a une question aussi de rapport à la norme, comme on l'a dit, où c'est une pratique qui est marginale et donc décriée, donc considérée comme dangereuse parce que marginale. Enfin. Mais de toute façon, on n'a plus de. Quand on parle de la marginalité et du caractère dangereux, on estime, notamment là dans le cadre de l'accouchement à domicile, mais pas que, que effectivement un praticien qui va prendre le risque de faire les choses de bout en bout met en danger son patient. Et le patient, le fait d'avoir recours à ce type de praticien, se met en danger. Donc on a une normativité qui intervient par le caractère assurantiel. Quand un problème de responsabilité aussi, du coup, en gros, tu as une délégation de responsabilité, parce que tu n'as pas envie, toi, généraliste ou sage-femme, etc., de prendre un risque qu'il faudrait assumer légalement derrière. Donc, tu passes la main au spécialiste du dessus qui sera mieux couvert par sa structure hospitalière, par tout le système de soutien, justement, assurantiel et légal qu'il va avoir derrière, en fait. Non, mais c'est ça, il y a une défiance dans les praticiens en général et je trouve que cette dynamique, elle est celle en réalité de l'ordre. On va avoir l'ordre des sages-femmes pour tout ce qui va être accouchement, on va avoir l'ordre des médecins pour les médecins. Et en fait, le truc, c'est que cet ordre qui est censé être corporatif et qui est censé être protecteur ne l'est pas dans le sens où tout praticien qui ne rentre pas dans les assurances, dans les papiers, dans la norme telle que définie par l'administratif français, par les logiques de sécurité sociale, n'est pas soutenu et n'est pas protégé. Donc c'est un ordre qui, du coup, de ce même fait, devient coercitif et totalitaire dans les méthodes d'approche et qui empêche justement l'art médical. Qui empêche le renouvellement des pratiques aussi. Parce que ça, on le voit aussi quand on a, par exemple, dans des structures hospitalières, des praticiens étrangers qui arrivent. Ça remet beaucoup de choses en question. C'est-à-dire que nous, on est très sûrs de nos façons de faire dans beaucoup de sujets. Je pense notamment au domaine gynécologique obstétrical. La France se gargarise d'être à la pointe de tout. Sauf que c'est plus vraiment le cas. Et que, en termes de taux de mortalité infantile et maternelle, on n'est pas dans les meilleurs, voire on est dans les moins bons d'Europe. Et on continue à penser que c'est l'accouchement à domicile, que c'est les maisons de naissance, etc., qui mettent en danger les femmes qui accouchent. Tandis que les pays qui ont mis ça en place de manière très large et massive, comme politique, comme alternative possible, ou alors comme règle générale, l'alternative étant l'hôpital, ont des meilleurs résultats en termes de santé maternelle et infantile, sur le court et sur le long terme. Donc on est aussi très auto-centré. Il y a quand même une particularité française. Là-dedans, on est quand même le pays aussi, un pays très idéologue sur ces questions-là. On est le pays d'Auguste Comte, on est le pays de la science scientiste. Donc on a quand même des normes médicales et des idées extrêmement arrêtées sur la question, qui sont assez bousculées en fait quand il y a des praticiens étrangers qui arrivent. Heureusement, groupes. Là pour le coup, j'ai envie de dire, heureusement qu'il y a des praticiens étrangers qui débarquent un peu en France. Parce que oui, la situation française est très sclérosée et il est toujours assez intéressant de voir ce qui se fait dans les suivis et les protocoles juste chez nos voisins européens. Il n'y a pas de dialogue en France. Alors moi, je vais rebondir sur une autre thématique sur l'administratif, parce qu'il y a aussi un autre point, c'est l'impact de l'administratif sur le patient. Et ça, moi, je le vois beaucoup parce que j'interviens en seconde main, on va dire, c'est-à-dire après que le diagnostic a été posé, une fois qu'il y a déjà un suivi allopathique qui a été fait, je vois la manière dont le patient initial et donc le client final chez moi va vivre ce papier. Et notamment, moi je le vois dans les cadres dits de stérilité, on pose des termes définitifs d'un point de vue médical parce que c'est effectivement le cas sur un moment donné qui vont avoir un impact émotionnel et mental définitif sur la personne qui le reçoit. Et ça, on ne mesure pas aujourd'hui encore les impacts de ces
ces arrêtés presque définitifs qu'on pose sur les gens. Donc, quand on a des femmes qui font des procréations médicalement assistées, on va tester traditionnellement en gynécologie et notamment en parcours PMA la réserve ovarienne de la patiente. Et en fait, cette réserve ovarienne, elle va être déterminée par une échographie, par des prises de sang, etc. Et on va avoir des indices. Et on se retrouve avec des femmes à qui on dit oui, vous avez une réserve ovarienne médiocre. Voilà, bon, d'accord. Donc forcément, elle demande ça signifie quoi? Et le médecin répond eh bien, ça réduit votre pourcentage de chance d'avoir un enfant de temps, etc. Voilà. Avec des conseils en fait, à la clé de vie, dépêchez-vous, etc. Voilà, dépêchez-vous, il faut faire une PMA vite parce que vous avez une réserve ovarienne très faible. Mais en fait, pour faire un bébé, il suffit d'un ovule et d'un spermatozoïde. Et il en suffit d'un seul pour un bébé. Et parfois même ça en fait 2 ou 3 d'ailleurs. Donc d'une certaine manière, c'est pas une information. Mais par contre, sur la personne qui la reçoit, c'est définitif. C'est vécu comme une fatalité en plus. Bah oui, parce que c'est la science qui l'a dit, parce que c'est mesuré, parce que si, parce que là. Mais en fait, on peut le voir aussi d'un point de vue politique, c'est-à-dire que là, je prends l'exemple du pass sanitaire, hein, c'est un peu un exemple facile, mais c'est, je pense, le plus représentatif. C'est-à-dire que on a des gens asymptomatiques qui vont très bien, donc asymptomatiques, enfin c'est voilà, on a des bien portants, des gens en pleine forme, en pleine santé, à qui on va poser une étiquette comme portant le Covid, être porteur de Covid. Donc ce sont des dangers publics humains, donc ils ne peuvent pas faire ci, ne peuvent pas faire là, etc. Donc on a des gens qui vont bien, qui sont en bonne santé, à qui on va induire un comportement, à qui qu'on va informer de la maladie. Et là, on se retrouve avec un outil de mesure qui vous dit à votre place ce que vous êtes et quel est votre état de santé. Et les conséquences, elles sont hyper lourdes. Elles sont que vous pouvez pas vous déplacer, il faut tout mesurer, c'est-à-dire que pour aller au restaurant, il faut s'assurer que votre santé est bonne. Mais quand on tire les choses à grands traits, on pourrait très bien le faire avec absolument toutes les pathologies. C'est déjà le cas dans un certain nombre de dépistages, enfin. Quand tu regardes les dépistages anténataux, etc., enfin, le patient, il n'a pas trop son mot à dire, mais les dépistages pour la trisomie 21, c'est des probabilités, d'accord? C'est même pas, il n'y a même pas de certitude, et c'est quand même un diagnostic qui engage le pronostic vital, parce qu'on peut tout simplement, on va te recommander, si tu es dans les statistiques trop hautes, avec des risques trop hauts, on va te recommander d'avorter, quoi. Et c'est ça avec un certain nombre de pathologies. Mais ensuite, tu as des diagnostics maintenant qui existent, où tous les tests de dépistage, etc., pour telle ou telle maladie. Dès que tu as des antécédents familiaux de thrombose, de souffle au cœur, d'angiome, de machin, on va aller te recommander un cardiologue, un angiologue, un machin, pour aller déterminer ton facteur de risque, en fait. Voilà. Et alors là, on va arriver sur une thématique que j'apprécie beaucoup et sur un auteur que j'aime beaucoup, qui me tient énormément à cœur, c'est Ivan Illich. Et donc là, il a été réédité, il me semble, chez Contre-Culture, si je dis pas de bêtises. C'est son ouvrage qui s'appelle Némésis médicale. Et justement, il parle de tout ça en 1975. Hein, donc j'aime autant vous dire que ça date pas du Covid. Et en fait, lui, il parle justement de la santé d'un point de vue politique en disant que cette santé, aujourd'hui, était indissociable du politique, et notamment en ce que ça devenait ce qu'il appelle la iatrogène sociale. Alors, donc iatrogène, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la maladie induite par les médecins, et sociale, c'est-à-dire son impact sur la sociabilité, donc la politique, la relation qu'on a entre êtres humains. Et ce qu'il dit est tout à fait juste, c'est que à force d'être dans le diagnostic préventif, on finit par à chercher la maladie avant qu'elle y soit, et on ne fait des êtres humains que des patients en puissance, que des soumis à l'acte médical en puissance. Et ça induit un comportement passif, justement, du patient, c'est-à-dire nous sommes tous patients de quelque chose dans l'avenir. Et ça détruit aussi notre confiance en nous. C'est une inquiétude permanente, en fait. Parce que tu te demandes quelle maladie de quel type de cancer tu vas mourir. Tu te demandes à chaque fois que tu prends un verre de vin, tu te demandes si ça va pas affecter ta santé. Les œufs, c'est le cholestérol. La clope, on sait tous que c'est très très mauvais. Tout ce que tu fais est un sujet d'inquiétude, va avoir des conséquences potentielles, mais c'est pas une question... Et mesurables. Conséquences potentielles et mesurables, c'est ça qui est intéressant. Tu rentres dans les statistiques, mais attention, c'est pas une question de responsabilité, c'est là où ça m'interpelle, c'est que normalement, tous les actes qu'on pose ont effectivement des conséquences. Tu assumes la responsabilité de tes actes, tu fais une connerie, tu payes le prix, etc., patati patata. Tu fais un enfant, tu l'assumes toute ta vie.
Après, là, c'est pas une question de responsabilité, c'est-à-dire que tu poses un acte et une sorte de fatum atroce va s'abattre sur toi, avec une sorte de petite marge d'erreur statistique où peut-être que tu passeras en travers des clous si tu as vraiment de la chance. Et du coup, voilà, c'est pas Et du ça tout va, responsabilisant voilà. finalement, C'est c'est-à-dire pas que c'est un sujet responsabilisant. d'inquiétude plus qu'autre chose. C'est pas responsabilisant et moi je dirais même pire, c'est que ça implique, enfin c'est notamment ce que dit Ivan Illich, hein, mais là-dessus je suis à 100%, c'est que ça implique un comportement social et on le voit notamment avec les bilans physiques de dépistage pour avoir un prêt bancaire. Ouais. L'âge, en fait, l'âge que vous avez, le poids que vous faites, le sexe que vous avez, la situation dans laquelle vous vous trouvez induit un certain nombre de branches pathologiques possibles. Et ça pèse dès la petite enfance avec l'entrée de l'infirmière en visite préventive médicale au sein de l'instruction et de l'éducation nationale. Et c'est-à-dire qu'on fait vérifier des enfants qui, de toute apparence, de toute évidence, vont bien. Moi, je me pose une question en t'entendant, c'est aussi l'impact dans la relation aux autres. Tu parlais justement, tu disais que Ivan Illich l'évoque, moi je ne l'ai pas lu, donc je te pose la question. C'est-à-dire que moi, dans les observations que je fais, tout cet rapport à la santé en termes de poids et mesure a tendance à créer une forme de contrôle social. C'est-à-dire que du coup, de toute façon, à chaque époque, il y a des mythes autour de la santé, hein. On rigole de la perception scientifique, notamment de la conception des enfants ou de la bonne santé de nos aïeux, mais on vit sur un certain nombre aussi de mythes médicaux, mais qui impliquent un contrôle social. C'est-à-dire que, par exemple, dans beaucoup de pays, alors en France, les gens sont un peu plus détendus là-dessus, mais dans beaucoup de pays, quand l'image d'une femme qui boit un verre de vin enceinte, c'est l'image de la mort elle-même, quoi. Et il y a un contrôle social qui se fait où les gens vont des inconnus vont venir le lui reprocher. De même, si on voit Ouais, une femme allaitante qui prend 2 verres de café de suite, voilà, il va y avoir un regard, il va y avoir même parfois des paroles et pas, ou une personne en surpoids qui va me commander un gâteau voilà, voilà, c'est sa faute, c'est multiplient. nécessairement sa faute, c'est parce qu'elle mange des gâteaux tous les jours, voilà. Alors on sait pas si ça se trouve elle n'en a pas mangé depuis 6 mois en fait, mais il y a une forme de contrôle social qui s'exerce, dont je me demande s'il serait pas plus lourd aujourd'hui qu'il pouvait être avant, dans la mesure où on a une capacité prédictive beaucoup plus grande. Et on est censé avoir une connaissance scientifique telle qu'on sait que manger un macaron, un pain au chocolat, c'est péché et ça nous amènera nécessairement à l'obésité à la fin de nos jours, quoi. En fait, le truc, c'est que tout le monde s'est pris. Enfin, comme il y a une logique de marché aussi derrière la vente médicamenteuse, qui est originellement fait par le pharmacien, qui est un commerçant, et qui ensuite a été pris par les labos pharmaceutiques, on a une logique très commerçante et très consumériste derrière ces aspects préventifs de la pathologie et sur les choses qu'on peut y faire. Et tout le monde est rentré dans cette brèche, c'est-à-dire qu'on va voir un coach sportif pour éviter d'avoir des pathologies cardiaques, on va voir une naturopathe pour essayer d'avoir un bébé naturellement, hein, je me mets dedans, on va voir un nutritionniste pour essayer d'éviter, je ne sais pas, un cancer de la peau, je ne sais trop quoi, bref. Et en fait, tout le monde, du coach sportif au nutritionniste, à l'assistante sociale, à la maîtresse, sont dans le préventif de la pathologie. Et tout le monde a son rôle et son mot à dire dedans, alors même que la plupart de ces personnes ne sont pas médecins, donc ne sont pas à même de faire un diagnostic. Tout le monde se met dedans. Et le problème, c'est qu'on se retrouve avec une société qui est entièrement tournée vers cette idée de la bonne santé. Pourquoi ? Parce que derrière l'idée de la bonne santé, en fait, il y a la vieillesse. Et il y a la mort. Et donc, il y a la mort. Et les gens associent mauvaise santé, décrépitude du corps et mort sans aucune sagesse, sans aucune perception de finalement de ce cycle de la vie qui tourne. Pourquoi ? Parce qu'on on essaie d'être d'éternelles jeunes filles splendides, hein, hommes et femmes confondus, pour faire référence un petit peu à la tikkun, à la théorie de la jeune fille. Donc on cherche à être éternellement beau, jeune, en bonne santé, etc. Puis on cherche à éviter la maladie à tout prix, tu vois. C'est le phénomène du vaccin pour le Covid, tu vois. Moi, ça, c'est un truc qui m'avait vraiment beaucoup choqué aussi. C'était le fait que tout le monde cherche, dans l'opinion publique, hein, avant de chercher un remède, on cherchait un vaccin.
Mais pour éviter d'avoir la maladie, mais on a oublié ce petit dicton, et ça a été plus cette idée d'immunité collective, hein, qui est ce qui te tue pas te rend plus fort. Il est nécessaire, enfin, l'être humain a des maladies. Et il est aussi nécessaire d'en avoir pour renforcer son immunité, etc., etc. Et c'était vraiment une logique qui m'a énormément choquée, qui, à mon avis, relève d'un rapport maladif à la souffrance, dans la mesure où on n'a pas envie d'être malade, et on n'a pas envie aussi, c'est pareil, cette logique assurantielle dont on parlait, on n'a pas envie de prendre le risque de mourir, quand bien même, effectivement, pourtant, et c'est là où on tombe dans un paradoxe, c'est que il y a des classes d'âge où les statistiques sont quand même assez formelles sur le Covid, il y a quand même très très peu de chances de mourir. C'est quand même l'énorme majorité de toutes les classes d'âge. Et pourtant, on veut se prémunir de la maladie. Mais pourquoi? Parce que 3 jours au lit, c'est chiant. Enfin, Il faut être productif. Non, mais en fait, c'est qu'on a tout qui est imbriqué. On a à la fois la productivité de l'être humain, qui doit être productif, présent au travail, etc. Donc voilà. On a cette idée d'être éternellement jeune, éternellement beau, parce que vieillir et devenir vieux, c'est moche. On a cette idée qu'effectivement, on ne peut pas savoir nous-mêmes ce qu'on ressent, parce que les outils techniques le savent mieux que nous, finalement. Et en fait, on n'arrive plus aujourd'hui à s'extraire de cette idée très moderne et cette conception très moderne de cette bonne santé qui doit être statistiquement vérifiable, mesurable, quantifiable. Et même moi, quand j'ai affaire à ma pratique ou à des clientes, il faut repenser finalement avec elles la raison pour laquelle elles viennent me voir, pour laquelle elles cherchent à consulter, parce que il y a aussi cette idée préventive, il y a cette idée d'amélioration de l'existant presque en termes sportifs, quoi. Alors que on ne fait pas de performance, alors qu'on ne fait pas avec ce qu'elles sont en tant que être et personne. On oublie que l'être humain est un corps, une âme et un esprit, et que ce tout-là doit être en harmonie. Et qu'on va avoir une disharmonie, et qu'une disharmonie tant dans l'âme, tant dans l'esprit, tant dans le corps, va conduire nécessairement à la pathologie, à la souffrance, mais que de toute façon, à la fin des fins, on meurt. Donc la souffrance, c'est pas la mort. Donc on va avoir d'un côté la souffrance qui est là, sur lequel un naturopathe, un médecin, un prêtre, un psychologue, etc. va pouvoir intervenir. Et il va y avoir la mort qui, elle, est inéluctable, elle fait partie comprenante de la vie. Et on met aujourd'hui souffrance et mort sur le même plan, alors même qu'il s'agit de choses distinctes. Et on perd à la fois la notion des principes et à la fois la notion de ce que c'est que la vie elle-même. Et la vie, la bonne santé, l'harmonie, c'est quelque chose qu'il faut retrouver au sein de la personne. Se réaligner dans son corps, son âme, son esprit. Arrêter de dire par exemple, mon corps m'appartient. Bah non, en fait, je suis mon corps. La question du consentement qui revient un petit peu dans les pratiques médicales, avec voilà, est-ce que je consens ou non à tel acte médical, etc. C'est la preuve même qu'on est arrivé à un point de dissociation entre l'âme, le corps et l'esprit, qui est tel que on est obligé de parler de ça, alors même que c'est la base du serment d'Hippocrate, en fait. Oui, il y a un dialogue avec le patient. On n'est pas censé pouvoir forcer quelqu'un à une médication. On ne peut pas forcer un cancéreux à faire une chimiothérapie. On ne peut pas forcer quelqu'un qui a mal à la tête à prendre un Doliprane. Et théoriquement, on ne peut pas forcer quelqu'un d'asymptomatique, en bonne santé ou de malade, de prendre un remède ou un vaccin, quel qu'il soit, et par quelconque moyen qu'il soit. En fait, là, on en vient aux conclusions de cette émission, hein, qui sont quelle est la place en fait du politique par rapport à la santé. La place du politique par rapport à la santé, c'est certainement pas ces politiques de santé publique comme il en existe à l'heure actuelle, qui sont maintenant avec cette histoire de Covid et puis même déjà avec l'obligation vaccinale pour les enfants, hein, s'accompagnent de mesures coercitives graves. Mais c'est pas le rôle du politique. Enfin, déjà émettre un avis en termes de santé. C'est censé se faire sur la base de véritables réseaux d'experts, etc. On attend encore d'avoir le direct avec ces fameux experts sur le Covid. Mais par ailleurs, le politique ne peut, de ce point de vue-là, que donner un avis qui est, voilà, les hypothèses médicales les plus en vigueur recommanderaient à tous d'eux. Maintenant, nous vous en donnons les moyens. Voilà. Alors en fait, c'est que le politique, c'est la recherche du bien commun. Et qu'en fait, dans cette recherche du bien commun, on va avoir
on va avoir effectivement la composante de la santé, de la salubrité de la population. Mais la santé et la salubrité de l'ensemble de la population n'est pas la santé et la salubrité de chaque individu de la population. Ça va être de l'ensemble pour justement pérenniser cette société et de voir quels sont les risques attenants. Donc évidemment, il y a une composante politique à la santé, c'est indéniable. Le bien commun doit être premier dans tout. Mais justement, comme ce bien commun doit être premier dans tout, cette santé publique doit être mise en relation avec les autres disciplines de l'ensemble de la société. Et ben, notamment du politique, dont une des missions principales est quand même de préserver les libertés publiques. Et par ailleurs, normalement, de donner accès à chacun au bien commun, et puis à la recherche de son bien propre. On parle de bien là avec un grand B, c'est-à-dire que quand bien même il y a une politique de santé publique sur X ou sur tel ou tel sujet, normalement, c'est à chacun d'exercer un discernement, d'exercer ses responsabilités en faisant tel ou tel choix, qu'il soit le choix recommandé ou le choix non recommandé. Mais une des priorités du politique, c'est la préservation de ses libertés. Donc, normalement, les exigences de santé publique et patati et patata ne peuvent pas se faire au détriment de cette mission-là du politique. C'est-à-dire, on va prendre concrètement l'exemple du Covid. Quelle était la responsabilité du politique dans la crise du Covid? C'était de donner les moyens aux soignants, aux hôpitaux, aux ambulanciers et à tout cet univers médical, dans son ensemble très très large, les moyens d'exercer leur mission propre et de donner les moyens à chaque patient potentiel que nous sommes d'avoir accès à ces soins. Et c'est-à-dire que là, c'est là où on voit une hypocrisie monstrueuse du politique dans cette crise-là, c'est que au début de la crise du Covid, les soignants étaient quand même déjà en grève à cause des coupes sèches, à cause du manque de moyens. Chaque année, il y a encore des fermetures de lits en réanimation. Chaque année, au moment des épidémies saisonnières, ça pose problème sur des grippes saisonnières. Donc quand ensuite on nous parle de pandémie et qu'il n'y a rien qui est fait pour redonner des moyens aux hôpitaux, où il y a dans certaines zones, c'est des déserts médicaux où je sais que chez moi, il faut 40 minutes pour rejoindre un hôpital qui en plus n'a pas la capacité de gérer un certain nombre de cas. Et pour avoir un centre hospitalier qui a la capacité de gérer tout type de pathologie, il faut faire 1h15 de route. Alors en plus, en France, on reste relativement bien lotis dans cette logique-là, parce que moi j'ai des clientes qui ne sont pas en France. Et c'est parfois bien pire ailleurs, donc c'est dire le niveau. Mais en fait, effectivement, on a affaire à un problème qui est logistique, et là où effectivement le politique devrait fluidifier la logistique, fluidifier les transmissions d'informations, il mesure tout le monde, il contrôle tout le monde, et ça fait bien comme ça. La santé est aujourd'hui utilisée comme arme totalitaire, et les germes sont présents depuis très longtemps. Ça fait des années qu'on ne travaille plus cette question de la bonne santé, de l'harmonie du corps, qu'on ne s'interroge pas sur les conditions de vie. Et qu'on oublie la notion de liberté individuelle. Ça, on en a parlé déjà dans les 2 émissions qu'on avait publiées sur la PMA et la PMA pour toutes. On a parlé de cet ouvrage très intéressant de Céline Lafontaine, Le corps marché, le corps à l'ère de la bioéconomie, qui parlait justement des conditions modernes de la santé, et notamment de l'évolution de tout cet univers médical en rapport avec les nouvelles normes du capitalisme. Et Céline Lafontaine n'est par ailleurs pas spécialement anticapitaliste, mais son étude, qui est une étude anthropologique, l'amène à être extrêmement critique du fait que la santé est devenue un marché. C'est plus un art, voilà, c'est devenu un marché. Et elle passe vraiment beaucoup de temps, même si c'est pas son cœur de sujet, sur la question notamment, c'est pour ça qu'on en avait parlé, de la procréation médicalement assistée et du marché, de tout ce marché autour du corps des femmes. Et ce qu'elle explique très bien, c'est qu'il y a un côté, il y a une forme d'individualisation en fait du rapport à la santé avec ce patient doctissimo qui cherche des réponses lui-même, etc. Avec le développement d'une forme de droit à la santé, c'est-à-dire qu'on aurait tous droit au dernier traitement expérimental, patati patata. On aurait tous droit d'aller dans une clinique en Inde qui exploite les corps des plus pauvres pour en tirer des organes ou autres, pour pouvoir se faire un bébé sur mesure ou une greffe d'organes un peu plus rapide qu'en France.
Et ça, ce développement-là se fait en parallèle avec une forme de collectivisation des corps. C'est-à-dire qu'il y a une obligation, en même temps qu'il y a un droit à la santé qui se développe, il y a une obligation de bonne santé. Et ça, on l'a bien vu, on le voit, c'est un peu le fameux contrôle social dont je parlais tout à l'heure, mais on l'a vu avec le Covid, où un des arguments massus pour faire tester ou pour vacciner des gens en bonne santé, c'était de dire, ben oui, mais tu pourrais le donner à quelqu'un qui serait pas en bonne santé et qui, lui, pourrait éventuellement. Autant de probabilités qui est absolument invérifiable, en fait. Et cet argument, en fait, c'est un argument qui est un argument à la fois compassionnel, qui permet de jouer sur la corde de tu es un méchant, moi je fais les choses parce que moi je pense aux autres, et à la fois sur une réalité philosophique et anthropologique qui est cette collectivisation des corps de plus en plus grande. Oui, puis cette idée de la santé comme un bien, ça c'est valable à peu près dans toutes les disciplines aujourd'hui. Et c'est surtout du droit à au détriment de nos libertés. Et à chaque fois, on troque nos libertés contre des droits à. On a troqué notre liberté d'aller et venir contre le droit à la santé. On a troqué notre liberté d'éduquer nos enfants et de les instruire contre une éducation nationale. Et en fait, à chaque fois, on perd nos libertés parce qu'on nous promet un droit à. Mais en matière de santé, il n'y a rien de plus ridicule parce qu'en fait, aucun État ne peut garantir la santé de personne, en fait. Les virus, c'est des êtres vivants, donc en fait, ça fait partie du vivant, donc on lutte pas contre la vie, y compris contre la vie virale. Donc tout ça est ridicule et faux semblant. C'est-à-dire qu'au début, on avait des vrais droits à, entre guillemets, matériellement quantifiables quand il s'agissait d'éducation, par exemple, parce qu'il y avait l'institution éducation nationale. Là, on nous garantit un droit à la santé, mais en fait, il y a une confusion entre le droit à et la garantie d'accès, en fait. C'est ça. Et effectivement, par exemple, je pense à ta question d'école, quand tu vois les petits reportages qu'il peut y avoir sur les autres pays où les enfants font 2 heures de marche le matin pour aller à l'école, bah oui, ça nous choque, parce que nous, effectivement, on a eu cette chance d'avoir à d'autres époques, et d'ailleurs très très tôt, hein, bien avant l'éducation nationale, des gouvernants qui se sont souciés de garantir aux enfants l'accès à une éducation. Et justement, sur la santé, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Normalement, la question, c'est de garantir l'accès à des soins, garantir l'accès à un diagnostic, garantir l'accès un professionnel de l'art. Et certainement pas de faire des choix médicaux à la place des gens, ce qui n'a absolument rien à voir avec le politique, quoi. Et d'ailleurs, c'est un truc qui se retrouve, voilà, là on a pris l'exemple du Covid, mais pour conclure cette conclusion, c'est quelque chose qui existait déjà avant, c'est-à-dire que là, voilà, on prend des exemples un peu féminins, dans la question du suivi de grossesse et de l'accouchement, on a parlé de l'assurance des sages-femmes qui pratiquent l'assurance à domicile. Il y a déjà dans ces domaines-là de la vie courante, quand même, qui ne sont pas du domaine de la pathologie, des choix qui sont faits pour nous par le politique en décrédibilisant certaines pratiques marginales, voilà, pourquoi pas, elles peuvent rester marginales, c'est pas un problème, hein, mais en les décrédibilisant, en les jugeant, en les ostracisant, c'est-à-dire que vous êtes un danger public si vous faites tel ou tel choix de santé, vous êtes un danger public pour certains quand vous soignez vos enfants avec de l'homéopathie, vous êtes un danger public si vous accouchez à la maison, vous êtes un danger public et vous êtes complètement fou plutôt, si vous refusez de faire une chimiothérapie par exemple. Voilà. Oui, ou si vous refusez une greffe d'organes, ou si vous faites pas une FIV parce que vous avez 35 ans, vous êtes complètement dingue. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui a des couples, j'ai des couples dans mon entourage qui ont pu avoir du mal à avoir des enfants et qui ont très mal vécu le fait que d'autres leur disent bah c'est pas grave, tu n'as qu'à faire une PMA, tu n'as qu'à faire une FIV, alors que eux, pour X raisons, ne voulaient pas avoir recours à ce genre de méthode. Et il y a un jugement de tu n'as qu'à, un jugement d'autrui qui ne prend pas en compte les critères moraux et qui par ailleurs voilà, nous fait rentrer dans une norme qui est extrêmement restreinte en réalité et qui est de plus en plus dirigée par le politique de façon extrêmement coercitive. Alors moi je vais conclure sur une note peut-être plus individuelle, cette fois qui est adressée plus aux auditeurs, de dissocier, de faire le tri dans vos vies de ce qui est de l'ordre administratif et de ce qui est de l'ordre de la pathologie. De repenser votre santé, non pas en termes préventifs, mais en termes vraiment curatifs. Et ça, c'est un travail qui peut être long à faire, de se dire, est-ce que là, je suis dans le préventif, est-ce que là, je me soigne, pourquoi je suis dans le préventif, contre quoi j'essaie de me prémunir, qu'est-ce que ça dit déjà de moi, finalement, quand je suis dans le préventif, et quand je ne suis pas dans le curatif, alors que je devrais l'être, qu'est-ce que ça dit de moi? Repensez votre santé par vous-même, c'est-à-dire, déjà, interrogez-vous de comment je vais, et pourquoi je suis comme ça.
Après, d'un point de vue plus communautaire, je pense qu'il y a réellement des initiatives à mener tant au niveau des patients que des soignants pour soutenir justement ceux des praticiens qui soient dans une démarche allopathique, naturopathique, traditionnelle, conventionnelle, peu importe. Et effectivement, dans ce cas, ça se fait aussi via des syndicats professionnels, via des associations de professionnels qui peuvent être aussi qui peuvent aussi réunir des corps de métier un peu différents pour avoir du poids, pour avoir de la force face aux ordres qui deviennent effectivement, comme tu disais, des institutions coercitives plus qu'autre chose, et puis pour se soutenir aussi et avoir un réel échange de pratiques. Et puis enfin, au niveau politique, il nous faut impérativement militer dans le bon sens, non pas pour avoir accès à telle ou telle médication, vaccin Covid, non vaccin Covid, tout ce que tu veux, non pas pour un droit à la santé de tout un chacun, mais pour que l'État prenne ses responsabilités, c'est-à-dire permettre à chacun un accès, pour le coup, on va utiliser un mot qu'on n'utilise pas souvent, mais égalitaire aux soins, ou au moins crédible, quoi, en termes de distance, de possibilité, de faisabilité, sans pour autant que les recommandations en vigueur et les normes en vigueur deviennent coercitives et nuisent à nos libertés publiques. On n'a pas choisi Antigone comme figure tutélaire pour rien. Eh bien, je vous remercie et je vous souhaite une agréable soirée. Merci Anne pour cette émission sur la bonne santé, en espérant que vous aurez tous à cœur de repenser à la fois votre santé et la santé telle qu'elle vous est proposée, que vous soyez patient, médecin ou autre. Et merci, n'hésitez pas de votre écoute, hein, bien sûr. Merci, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à donner un peu votre tour sur telle ou telle question sur l'ensemble de la vidéo. Allez surfer sur notre chaîne YouTube pour retrouver nos autres sujets. Si le sujet vous a intéressé, vous pouvez retrouver nos 2 vidéos qui sont en lien avec ça sur la PMA et la PMA pour toutes, voilà, où on parle un peu de cet univers médical. Il y a aussi une chronique sur l'univers médical que vous pouvez retrouver dans une playlist dédiée. Et puis bien sûr, rendez-vous sur notre site pour trouver tout le reste de notre travail, lesantigones.fr, et notre Facebook, Les Antigones. Et puis encore merci à nos donateurs sur notre PayPal, notre Tipeee. Rendez-vous-y nombreux également.